Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce résumé de cours de terminale spécialité physique et chimie. Nous allons parler du mouvement d'un corps dans un champ de pesanteur uniforme. Alors tout d'abord, on rappellera ce qu'est le champ de pesanteur. Ensuite, nous verrons les équations du mouvement du corps. Et enfin, nous verrons comment déterminer l'équation de la trajectoire. Alors tout d'abord, on rappelle que la Terre crée un champ gravitationnel autour d'elle et à travers ce champ gravitationnel, eh bien, tout corps plongé dans ce champ gravitationnel va subir une force de gravitation. Maintenant, si on est à la surface du corps, ou en tout cas à une altitude pas trop grande, on parlera plutôt de champ de pesanteur. Et en première approximation, on peut considérer que le champ de pesanteur, noté petit g, correspond au champ de gravitation créé par la Terre. Alors, un corps plongé dans ce champ de pesanteur va subir une force qu'on appelle le poids P. Et donc ce poids, ce vecteur poids, est égal à la masse du corps, petit m, multiplié par le vecteur champ de pesanteur, petit g. Alors selon l'échelle à laquelle on se place, eh bien, si on regarde à une échelle globale ici, on voit que le vecteur champ de pesanteur va varier, ici en direction et en sens, puisqu'il est toujours orienté vers le centre de la Terre, et également en norme, puisque si on s'éloigne du centre de la Terre, on verrait que la norme du vecteur champ de pesanteur diminue. Maintenant, si on se place à une échelle locale, eh bien, le champ de pesanteur, on va pouvoir le considérer comme uniforme, c'est-à-dire que ce vecteur champ sera identique en tout point de l'espace. Donc à l'échelle locale, c'est-à-dire sur des dimensions pas trop grandes par rapport au rayon terrestre ici. Et donc, on va s'intéresser à ce qui arrive à un corps que l'on appelle en chute libre. Un corps qui est en chute libre, c'est-à-dire qu'il n'est soumis que à son poids. Pour cela, il faut que les forces de frottement de l'air soient négligeables, donc que sa vitesse ne soit pas trop grande, comme par exemple avec un parachutiste en chute libre, ou que sa masse soit trop légère et donc son poids trop faible, comme par exemple avec une plume. Dans tous les cas intermédiaires, on va pouvoir faire l'approximation que le corps est en chute libre. Et donc on se pose la question, quel est le mouvement de ce corps? Donc nous allons déterminer les équations du mouvement d'un corps plongé dans le champ de pesanteur petit g qui est orienté comme ceci. On va se placer pour l'étude dans le référentiel terrestre que l'on va donc considérer comme galiléen. On va placer un repère avec une origine O placée à un endroit quelconque et des axes OX et OY. Il nous faudra connaître pour cette étude la position initiale du corps, que l'on va repérer avec x0 et y0, et on aura besoin également de la vitesse initiale v0. Et donc, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. Et donc, dans cette situation, eh bien, masse fois accélération est égale au vecteur poids. En développant le vecteur poids comme étant égal à m fois le vecteur champ de pesanteur g, et en simplifiant par la masse petit m, on obtient tout de suite que l'accélération est égale au champ de pesanteur g. Les coordonnées du vecteur g dans le repère OX, OY, eh bien on voit que sa coordonnée selon OX est nulle, puisque c'est un vecteur vertical, et sa coordonnée selon OY est égale à moins g, puisqu'il est orienté ici vers le bas, dans le sens opposé à l'axe OY. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération, qui sont égales donc aux coordonnées du vecteur champ de pesanteur. L'accélération selon x va être nulle, et l'accélération selon l'axe OY va être égale à moins g. Intéressons-nous à présent au vecteur vitesse. Alors tout d'abord, une constatation, c'est que le vecteur vitesse initial v0, il est dans le plan OXY et qu'il n'y a pas d'accélération également selon l'axe OZ, vecteur axe perpendiculaire à l'axe OX et l'axe OY. L'accélération AZ est donc nulle. Donc à tout instant, le vecteur vitesse sera contenu dans le plan OXY. S'il est contenu dans ce plan-là, sachant que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, eh bien ça signifie que la trajectoire est également dans le plan OXY, donc le mouvement est un mouvement plan. Pour déterminer le vecteur vitesse, nous allons avoir besoin des coordonnées du vecteur vitesse initial v0.
Donc ce vecteur vitesse initiale V0, nous allons repérer ses coordonnées. Nous avons besoin pour cela de connaître l'angle alpha avec l'horizontale. Et donc V0x, on voit que dans le triangle rectangle qui est ici, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc nous allons pouvoir l'exprimer en fonction de la norme du vecteur V0 et du cosinus de l'angle alpha. V0y, on peut le reporter ici dans le triangle rectangle qui est là. Et donc, on voit que c'est le côté opposé de l'angle alpha dans ce triangle rectangle, donc on utilisera le sinus de l'angle alpha. Et donc les coordonnées du vecteur vitesse initiale sont celles-ci, V0x égale V0 fois cos alpha et V0y égale V0 fois sinus alpha. Ces deux coordonnées dans ce cas-là sont positives puisque V0x et V0y sont orientés comme les axes OX et OY. Donc nous savons que l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Donc pour trouver le vecteur vitesse, nous allons devoir intégrer les différentes composantes du vecteur accélération. Alors si l'on fait ceci, on va trouver que Vx, fonction du temps, est une fonction constante puisque l'accélération selon x est nulle. Quelle est la valeur de cette constante? Eh bien, il faut regarder la coordonnée selon OX du vecteur vitesse initiale. C'était V0 cos alpha, donc Vx de t est simplement la fonction constante V0 cos alpha. Maintenant, si je veux trouver Vy, je dois intégrer la fonction AY de t, qui est une fonction constante égale à moins g. Donc j'obtiens une fonction affine de la forme moins g fois t plus une constante. Cette constante est égale à la coordonnée selon OY du vecteur vitesse initiale. Donc c'est égal à V0 sinus alpha. Donc on obtient la fonction affine moins g fois t plus V0 sinus alpha. On constate bien que si on dérive ces deux fonctions, dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle, et la dérivée d'une fonction affine va être égale à son coefficient directeur, c'est-à-dire moins g. Donc on retrouve bien les coordonnées du vecteur accélération. Intéressons-nous à présent au vecteur position, OM. Pour connaître le vecteur position, pour le déterminer, nous devons également connaître la position initiale du système, repérée par les coordonnées x0, y0. Et donc nous allons intégrer les deux fonctions Vx de t et Vy de t pour obtenir x fonction du temps et y fonction du temps. La fonction Vx de t est une fonction constante, V0 cos alpha, et donc quand on va intégrer, on va obtenir une fonction affine de la forme V0 cos alpha fois t, plus la position initiale selon x, c'est-à-dire x0. Ensuite, selon l'axe y, nous allons intégrer la fonction Vy qui possède deux termes, un terme du premier degré, moins g fois t, et un terme constant V0 sinus alpha. Quand on intègre moins g fois t, eh bien on va obtenir un terme du second degré de la forme moins g sur 2 fois t au carré. En effet, quand on dérive t au carré, on a 2 fois t pour Vy, et donc le 2 qui est apparu va se simplifier avec le divisé par 2. Ensuite, le terme V0 sinus alpha, quand on intègre, on obtient V0 sinus alpha fois t. Et à tout ceci, il faut ajouter le terme y0, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à t égale 0. Ces deux équations nous permettent donc de suivre l'abscisse et l'ordonnée de ce corps au cours du temps. Mais par contre, on ne visualise pas directement la trajectoire de ce corps. Alors, comment déterminer la trajectoire? Eh bien, pour cela, on doit trouver une équation. À partir de ces deux fonctions ici, la trajectoire d'un corps, elle va être représentée dans l'espace par l'équation y égale f de x. Donc, vous voyez qu'on a éliminé la variable t. Donc, comment faire? Eh bien, nous allons simplement exprimer t en fonction de x à l'aide de la première équation, qui est l'équation de premier degré. Et enfin, à l'aide de la deuxième équation, nous allons substituer l'expression que l'on a trouvée de t en fonction de x, on va la substituer dans l'équation 2. Donc, donnons un exemple dans le cas où on a une abscisse initiale x0 égale 0, de façon à ce que ce soit un petit peu plus simple. Dans ce cas-là, à l'aide de la première équation, on trouve que t ici est égal à simplement x divisé par v0 cos alpha. Donc cette expression-là de t, on va remplacer t dans la deuxième équation par cette expression. Donc voilà ce que l'on obtient ici.
Maintenant, pour que ce soit un petit peu plus clair, eh bien, on va simplement déjà simplifier par V0 ici, puisqu'il apparaît au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on va sortir les termes x au carré et x ici, on va les placer devant et toutes les autres grandeurs, on va les placer dans la constante qui est devant ces termes-là, de façon à obtenir la fonction y, fonction de x. On voit qu'on obtient un polynôme du second degré. On peut également encore simplifier, eh bien sinus alpha sur cosinus alpha. En faisant un peu de trigonométrie, ceci c'est égal en fait à tangente alpha. Donc voici l'équation de la trajectoire du corps qui est en chute libre dans le champ de pesanteur. Et donc cette équation, c'est l'équation d'une parabole. Alors, on peut observer ce qui se passe si on fait varier, par exemple, la vitesse initiale V0. Eh bien, on se doute bien que plus cette vitesse sera grande, plus la portée, la distance atteinte par le mouvement du corps, par le corps qui est en chute libre ici, sera important. Donc voilà ce qu'on va obtenir en faisant augmenter la norme de la vitesse V0. Maintenant, que se passe-t-il si on fait varier l'angle alpha du tir? Si c'est un tir, ou du lancer, ou du mouvement, eh bien, on va voir que ici, la portée va varier en fonction de l'angle de tir et que cette portée est plus importante ici pour un angle de 45°, ce que l'on sait intuitivement. Voilà, quand on veut lancer un objet le plus loin possible, on va essayer de le lancer avec un angle de 45°. Donc voici le résumé de ce qui arrive à un corps qui est en chute libre dans le champ de pesanteur. Sa trajectoire finale dans le cas général est une parabole et on peut déterminer les différentes équations du mouvement à partir de l'expression de l'accélération que l'on obtient avec la seconde loi de Newton, puis en intégrant ces différentes composantes pour obtenir la vitesse et la position. Et rappelez-vous qu'on a besoin de la position initiale et de la vitesse initiale pour déterminer les constantes que l'on trouve dans ces différentes fonctions.